Léo, c'est si on vous demandait de donner conseil à Kagame, le président du Rwanda, qui agresse notre pays. Vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme conseil? En fait, je pense que Kagame, c'est l'un des grands criminels de notre époque. L'un des grands criminels de notre époque. Et le seul conseil que donne à un criminel, c'est le mettre en prison. Et je peux plutôt peut-être conseiller le Rwandais, parce que chaque régime a une fin. Nous gérons le pays dans les urgences. Il n'y a pas de plan. Et à chaque instant que nous sommes agressés, les ennemis savent déjà que notre appareil de défense est trop faible. Ils sont toujours en avance. C'est pourquoi des petits pays comme le Rwanda s'aventurent chez nous. Ils nous attaquent. Je suis désolé de le dire, je suis patriote. Je présente aussi mes hommages à tous les militaires qui sont décédés sur le combat. Mais je pense que la solution, sur ce qui se passe ici, à l'Est, principalement avec les Rwandais, ça devrait d'abord être la question de la décision du chef de l'État de réformer l'armée. Sinon, nous sommes dans une vaste aventure. La seule force qu'on peut opposer au Rwanda, s'il faut partir d'une procédure militaire, c'est notre armée. C'est notre armée. Maintenant, la crainte, c'est que l'armée qui est déjà infiltrée, on l'oppose à ceux qui ont de l'avantage sur cette armée-là. Voilà un peu ma crainte. Et je dois admettre que ça doit prendre l'État pour que l'armée soit réformée, mais ça vaut la peine que de continuer à mourir comme des idiots. Et c'est ce que les chefs de l'État doivent prendre comme décision, ce que j'appelle moi décision courageuse, puisque ce n'est pas facile. Il faut qu'il y ait vraiment du courage, et puis comme il l'a fait avec FCC, il a réussi. Ils les ont chassés du Parlement. Aujourd'hui, c'est la même chose, il peut prendre cette même décision, il peut prendre ce même courage, et il est possible que les choses puissent avancer. Je pense que dans les relations internationales, il n'y a pas d'abord de pitié. Il n'y a pas non plus de gratuité. Vous devez comprendre que le Rwanda, c'est un petit territoire avec une forte densité de la population. En fait, lorsque les Tutsis chassent le Hutu du pouvoir avec Juvenal Habyarimana, lorsque Kagame prend le pouvoir, il se trouve que on a chassé les Hutus de tous les espaces qu'ils occupaient. Ils se sont réfugiés dans des pays voisins. Et aujourd'hui, il est possible que si jamais ils décidaient de rentrer au Rwanda, ils vont rencontrer les lieux dans lesquels ils habitaient, déjà occupés par d'autres personnes. Ça va créer le conflit. Donc pour ne pas créer le conflit, le Rwanda n'a pas d'autre choix que d'aller créer ces conflits dans d'autres pays. Il ne veut pas les créer chez lui. Parce que si on décide aujourd'hui, c'est que tous les Rwandais rentrent au Rwanda, il n'y aura pas d'espace suffisant pour tous les Rwandais. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour chers internautes de Léon Choléo, vous nous suivez de partout dans le monde. Nous sommes à Butembo à l'est de la République démocratique du Congo. Nous traitons du sujet de l'actualité. C'est par rapport à la situation de Goma, à Bunagana, le Rwanda. Dans un combat terrible avec notre armée, les FARDC. Mais aujourd'hui, nous recevons Léonce Akilimali. Vous êtes patriote et vous suivez de près et de loin la situation de Goma. Chers internautes de Léo, suivez notre entretien. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à tous les téléspectateurs de Léo TV. Bonjour partout, nous suivez à Butembo, à Beni, à l'est du pays et partout en Afrique et au monde entier. Oui, merci. Avec vous, nous parlons de l'actualité du moment, les M23 appuyés par le Rwanda. Et ils sont à combat avec l'armée loyaliste FARDC. Quelle est votre lecture face à ce qui se passe à Goma, donc à l'est de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup. En fait, ce qui se passe aujourd'hui à Goma avec l'histoire de M23, vous devez d'abord savoir que ce n'est pas une question qui commence aujourd'hui. L'agression de la RDC par le Rwanda, ça commence depuis très longtemps. Et je commence vers les années 90 avec l'entrée des AFDEL. Après, il y a eu les CNDP de Laurent Kunda. Et puis, qui est la tête d'ailleurs du M23, aujourd'hui le M23. Donc, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Je sais tout simplement que c'est la toute première fois qu'un gouvernement se décide d'appeler l'ennemi à ce nom.
Toutes les fois qu'il y avait les agressions rwandaises en RDC, on parlait tantôt du Congolais qui a agressé le Congo. Mais pour la première fois, au moins, on a su dénicher la vérité. C'est ce que tout le monde a toujours souhaité, c'est ce que tous les chercheurs de l'Afrique, des Grands Lacs ont toujours souhaité. Vous pouvez lire Charles Léonana, vous pouvez lire Boniface Moussavo, vous pouvez lire beaucoup d'auteurs. Ils sont d'accord que tout ce qui se passe au Congo, c'est avant tout la guerre de l'agression du Rwanda et de l'Ouganda. Ce sont ces deux pays-là qui agressent le Congo. Donc, qu'est-ce que je peux porter comme analyse? En fait, moi, je me dis que malheureusement, toutes ces rébellions-là que je venais de citer, les AFD, les RCD Goma, les CNDP et l'ancien M23, toutes ces rébellions ont été déversées dans nos institutions de l'État, notamment dans l'armée, dans les services de renseignement, dans la police et dans le gouvernement. Aujourd'hui, ils sont là-bas, ils jouent certainement le rôle de mouchard pour le Rwanda. C'est cela, il faut semblant de jouer le rôle du Congo, mais en réalité, ce qu'il faut, c'est le rôle, ils jouent pour le Rwanda, c'est la carte du Rwanda qu'ils jouent. Et je suis en train de me poser la question de savoir, cette armée-là qui a déjà été très longtemps infiltrée, jusqu'à la dernière moelle par le Rwanda, on le pose aujourd'hui au Rwanda, je pense qu'on a moins de chances de gagner les combats. C'est pas la même chose que je disais avec l'Ouganda lorsque l'Ouganda entre, parce que moi je me disais que en fait l'Ouganda et la crise à l'Est c'est la même chose. On ne peut pas amener quelqu'un qui est dans la crise venir résoudre la crise. Alors il a encore des intérêts. C'est là que j'ai du mal à me dire que dans quelle optique nous pouvons avoir l'espoir que nous allons battre le Rwanda. Alors qu'ils sont déjà infiltrés. Ils dirigent l'armée, ils dirigent les renseignements. Ils sont partout à travers les accords de mixage qu'il y a eu avec les CNDP, le M23 2013, les RCD Goma et l'AFDL. Ils sont partout, ils sont là-bas. Et aujourd'hui, quand le Rwanda nous attaque, il est déjà en avance puisqu'il a déjà ses mouchards partout dans nos institutions. J'ai donc du mal à croire que dans cette allée, nous puissions gagner la guerre. C'est vraiment un rêve que j'ai du mal à croire que ça puisse se réaliser un jour. Je pense que ce qui devrait être fait, c'est une décision courageuse du chef de l'État de réformer l'armée. Tous ces infiltrés-là, les Rwandais, qui jouent le rôle du Rwanda, qui sont dans nos institutions, qu'ils soient chassés de ces institutions-là. Là, on peut avoir la chance de gagner. La deuxième chose, c'est que vous devez aussi savoir que malheureusement, nous avons une gestion aux urgences du pays. Nous sommes l'unique pays au monde. Ça, c'est un plat de défense. Le plat de défense, ça veut dire quoi? Nous avons beaucoup de matières premières au Congo et ça attire des convoitises de partout. Comment devrions-nous nous protéger au point de vue défense pour que ces matières-là, ces matières premières que nous avons, ça ne puisse pas nous créer de soucis? Il faudrait qu'il y ait un plat de défense dans ce sens. Au même moment, devrions nous poser la question de savoir, nous sommes entourés par 9 autres pays. Quelle politique de défense nous pouvons avoir pour nous protéger vis-à-vis de ces pays ici qui nous entourent? Au même moment, nous sommes un pays qui a au moins 80% de la population, elle est presque jeune. Et la plupart de ces jeunes-là n'ont pas de travail. C'est déjà une bombe qui peut éclater à n'importe quel moment. Et dans la défense, on devrait réfléchir, qu'est-ce que nous pouvons avoir comme politique de défense pour nous protéger vis-à-vis de ces dangers ici qui est la jeunesse qui est au chômage. Parce que lorsque quelqu'un est au chômage, il est candidat direct à une rébellion. Il peut y intégrer facilement. Maintenant, dans des pays qui se respectent, on en soit des politiques de défense pour essayer de voir comment devons-nous nous protéger vis-à-vis de cette jeunesse ici pour qu'elle soit un atout et non un danger pour la communauté. Mais rien ne s'est fait. Et comme il n'y a rien de politique dans ce sens, vous apprenez par exemple qu'il y a une attaque à Bunagana et c'est tous les militaires qui sont mobilisés partout au Congo pour aller à Bunagana. Mais vous pouvez apprendre qu'il y a une attaque au Katanka, c'est tout le monde qui va se mobiliser à aller au Katanka. Vous pouvez aussi apprendre la même chose qu'il y a une attaque par exemple en Équateur, c'est la même chose. Donc nous gérons le pays dans les urgences. Il n'y a pas de plan. Et à chaque instant que nous sommes agressés, les ennemis savent déjà que notre appareil de défense est trop faible. Ils sont toujours en avance. C'est pourquoi des petits pays comme le Rwanda veulent s'aventurer chez nous. Ils nous attaquent. Je suis désolé de le dire, je suis patriote. Je présente aussi mes hommages à tous les militaires qui sont en train de décéder sur le combat. Mais je pense que la solution, sur ce qui se passe ici, à l'Est, principalement avec les Rwandais, ça devrait d'abord être la question de la décision du chef de l'État de réformer l'armée. Sinon, nous sommes dans une vaste aventure. C'est la même chose que après la victoire de Mamadou. Vous imaginez, Mamadou a gagné le M23, mais après il y a eu les accords et tous ces militaires-là qu'il venait de chasser, on les déverse dans l'armée, on les demande maintenant de combattre à côté de ces militaires-là. C'était déjà l'exposé, puisque au point de vue sentimental, ils avaient déjà le sentiment que c'est à cause de ce type-là qu'ils avaient échoué la guerre.
Et quand on leur dit, bon, bientôt vous allez maintenant commencer à combattre à côté de lui, protéger la communauté que vous étiez en train de massacrer hier, ça ne pouvait pas passer. C'est de cette même façon qu'on a exposé Mamadou, Baouma, qu'on a exposé les autres militaires. Parce qu'il y a déjà du mouchard du Rwanda, il y a déjà des militaires du Rwanda. Ils sont partout dans nos services. Donc j'ai du mal que le puisse gagner cette guerre à partir d'une procédure militaire. Oui, vous venez de nous parler de réforme donc, de notre armée. Pensez-vous que c'est le bon moment vraiment d'enlever les infiltrés dans notre armée alors que nous sommes déjà dans une guerre terrible à Bunagana, à l'est de la République démocratique du Congo? Qu'est-ce que vraiment le président peut faire à ce moment, puisque ce n'est plus le temps de chercher les infiltrés dans les FARDC? Je pense que je parle d'un adage qui dit il n'y a pas de guerre difficile ou impossible. Il y a plutôt des guerres qui ne peuvent pas être résolues par des méthodes ne cadrant pas avec les racines de ces guerres-là. Ça veut dire quoi? Nous devrions quand même déjà avoir de l'expérience. Parce que pour du vrai, lorsque on lit par exemple les accords avec le CNDP, les RCD Gaumont, le M23, quand vous lisez les accords, quand vous voyez les avantages qu'on a accordés aux rebelles, ça tombe aux yeux que ce n'était pas des rébellions résolues. C'était plutôt des avantages qu'on a accordés à ces rebelles-là. Parce qu'ils ont réclamé les choses, par exemple l'amnistie, vous nous pardonnez pour tous les crimes que nous avons commis. Le gouvernement a accordé. Tout ce que nous avons comme militaires, vous devez verser dans l'armée. Le gouvernement a accordé. Les nôtres qui veulent entrer dans les institutions de l'État, le gouvernement, le portefeuille, le gouvernement a accordé. Après, on est venu nous dire que non, on a gagné la guerre. Je pense que ça devrait nous amener à réfléchir. Combien de moyens ont déjà été investis à l'Est pour résoudre le problème de la guerre? Combien de militaires ont déjà perdu la vie? Combien de civils ont déjà perdu la vie? Avec la même procédure. Il y a eu, si pas Sokola A, si pas Sokola D, si pas Amani, état de siège Ekosso. Si ça échoue, je pense qu'à un certain moment, on devrait quand même commencer à se poser la question pourquoi ça échoue? Avant même d'accuser que c'est le Rwanda qui nous agresse. Pourquoi le Rwanda nous agresse toujours, mais nous, on n'a jamais su nous protéger vis-à-vis de ce Rwanda-là? Et c'est là que je vous renvoie à la question de l'infiltration des services de l'État, de l'armée, des services de renseignement et de la police. Parce qu'ils ont toujours un avantage. Et toutes les fois qu'ils sont lésés dans ce qu'on leur accorde comme des avantages, ils commencent la rébellion. Parce que le 1-23 à 2013, ils ont dit que non, les accords signés avec les CNDP de Laurent Nkunda n'étaient pas respectés. C'est comme ça qu'ils ont commencé à 2013. Aujourd'hui, ils disent encore que certains accords n'ont pas été respectés. Ils recommencent encore. Certainement qu'ils se sont retrouvés lésés quelque part, ils commencent la rébellion pour nous agenouiller et nous amener à négocier à genoux pour les accorder plus encore davantage qu'avant. C'est ce qu'ils sont en train de vouloir chercher. Maintenant, la seule et l'unique solution, puisque le fait qu'ils ont déjà infiltré l'armée n'est plus une bonne option pour finir cette guerre. La seule et meilleure option possible pour qu'il y ait la paix ici chez nous à l'Est, nous devons nous le dire avec franchise, avec toute vérité, c'est désinfiltrer les services de l'État. Qu'on cherche tout ce Rwanda, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. J'admets également que ça doit prendre un certain moment. Malheureusement, un moment que nous devrions supporter pour souffrir encore davantage. Mais ça vaudra la peine que de laisser les choses comme ça. Ce que les chefs de l'État doivent faire aujourd'hui, c'est désinfiltrer l'armée. Bon, avec toi, Monsieur Léos, je rappelle aux téléspectateurs de Léon Joléo que vous êtes jeune leader, vous suivez de près et de loin la situation de Goma, la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous dites que la RDC, pendant ce temps, n'a pas la force de se battre contre le Rwanda. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce qu'Angoro peut faire? Vous souhaitez aussi la négociation ou comment? Ce n'est pas la question de la force au fait qui nous manque. Le problème, c'est que nous ne sommes pas organisés. Nous ne sommes pas organisés pourquoi? Parce qu'il y a un ennemi qui est déjà intégré dans toutes nos institutions et qui joue à ce que les institutions soient désorganisées. Et il a bénéficié effectivement. Et donc, lorsque j'appelle, je suggère à ce qu'il y ait une réforme de l'armée. C'est au même moment j'appelle à la réorganisation de l'armée.
qui est des vrais patriotes, qui est des vrais soldats capables de combattre pour le compte du pays. Parce que imagine, les gens comme les EDF ici, puisque ce que les EDF sont de faire à Beni, c'est ce que RCD Goma, CNDP faisait de l'autre côté de la province. Ils ont égorgé les gens. Maintenant, vous imaginez quelqu'un qui était capable de vous égorger, un jour arrive, on vous dit non, désormais celui-là va commencer à vous protéger. Celui qui sera votre service de sécurité. Ça ne peut pas passer. Vous imaginez aussi ce que la population victime peut avoir comme sentiment vis-à-vis des décisions comme celle-là. Il n'y aura jamais sentiment de confiance. C'est pourquoi il y a même du mal à établir, à découvrir ce sentiment de confiance entre la communauté. Concrètement, mon ami, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on passe à cette étape de la guerre? Et puis le chef de l'État va passer au nettoyage de notre armée. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut passer? Comme nous sommes déjà à pleine guerre contre le Rwanda. Il n'y a plus le temps de chercher les infiltrés dans les FARDC. La seule force qu'on peut opposer au Rwanda, s'il faut partir d'une procédure militaire, c'est notre armée. C'est notre armée. Maintenant, la crainte, c'est que l'armée qui est déjà infiltrée, on l'oppose à ceux qui ont de l'avantage sur cette armée-là. Voilà un peu ma crainte. Et je dois admettre que ça doit prendre l'État pour que l'armée soit réformée, mais ça vaut la peine que de continuer à mourir comme des idiots. Et c'est ce que les chefs de l'État doivent prendre comme décision, ce que j'appelle moi décision courageuse, puisque ce n'est pas facile. Il faut qu'il y ait vraiment du courage, et puis comme il l'a fait avec FCC, il a réussi. Ils les ont chassés du Parlement. Aujourd'hui, c'est la même chose, il peut prendre cette même décision, il peut prendre ce même courage, et il est possible que les choses puissent avancer. C'est l'unique et la seule solution. Sinon, nous serons en train de rester dans le cercle vicieux de la sécurité. Oh oui. Merci, chers internautes, de nous suivre de partout dans le monde. Je rappelle que c'est Léos, il est membre de la Véranda Mutsanka. C'est un groupe de pression à l'est de la République démocratique du Congo, surtout à ville de Butembo. Avec vous, il y a les porte-parole de l'armée, donc disons les porte-parole du gouverneur militaire qui est en train d'accuser toujours les militaires rwandais d'être sur le sol congolais, de faire les attaques contre les FARDC. Vous concrètement, comment vous pouvez analyser des choses comme ça, toujours vraiment des accusations en fait? Je pense que dans les relations internationales, il n'y a pas d'abord de pitié. Il n'y a pas non plus de gratuité. Vous devez comprendre que le Rwanda, c'est un petit territoire avec une forte densité de la population. En fait, lorsque les Tutsis chassent le Hutu du pouvoir avec Juvenal Habyarimana, lorsque Kagame prend le pouvoir, il se trouve que on a chassé les Hutus de tous les espaces qu'ils occupaient. Ils se sont réfugiés dans des pays voisins. Et aujourd'hui, il est possible que si jamais ils décidaient de rentrer au Rwanda, ils vont rencontrer les lieux dans lesquels ils habitaient, déjà occupés par d'autres personnes. Ça va créer le conflit. Donc pour ne pas créer le conflit, le Rwanda n'a pas d'autre choix que d'aller créer ces conflits dans d'autres pays. Il ne veut pas les créer chez lui. Parce que si on décide aujourd'hui, c'est que tous les Rwandais rentrent au Rwanda, il n'y aura pas d'espace suffisant pour tous les Rwandais. Ça va créer un deuxième génocide. Donc il préfère créer la guerre chez nous que de créer la guerre chez lui, dans son pays. Et il n'a pas d'autre choix que de le faire. C'est à nous qu'on connaît de protéger notre territoire. Et lorsque les autorités passent à des accusations, ça ne passe pas les actions concrètes. C'est là, ça nous déçoit. Ça continue à sacrifier la population. Ça nous sacrifie parce que nous sommes les premières victimes, effectivement, avec aussi d'autres militaires qui sont en train de tomber sur le champ d'honneur. La seule et unique solution, c'est montrer à Rwanda ce dont nous sommes capables. Et cela doit partir du nettoyage des services de l'État, du nettoyage des institutions de l'État. Puisqu'il n'y aura jamais, je le dis jamais, de changement si jamais on ne passe pas par cette procédure. C'est l'unique et la seule procédure. Parce que vous imaginez, tous les rebelles, je me souviens en 2013, lorsqu'on disait qu'on tente de dissoudre les 1-23, les porte-parole de l'armée, ils ont découvert à Chanzu. C'est une colline qu'ils occupaient. L'armement qu'ils ont jugé, ils disaient au fait qu'avec cet armement de M23 était capable d'engager la guerre pendant 10 ans.
sans jamais passer par des ravitaillements de munitions. Vous imaginez une rébellion comme celle-là, tous les hommes comme ceux-là, au vieux, on les déverse dans l'armée. C'est un effectif important. Sur tous ces ennemis-là, déversés dans l'armée. Ça comptait ce qui était déjà déversé avec les CNDP. Ça comptait ce qui était déjà déversé avec les FCD Goma. Ça comptait ce qui était déjà déversé avec l'AFDEL. Je ne sais pas si aujourd'hui ils occupent combien de pourcents dans l'armée. Mais est-il qu'ils ont un pourcentage très important. Qu'aujourd'hui nous voulons opposer les Rwandais aux Rwandais sur terrain. Je m'excuse pour les termes, c'est partant de ce que je venais de dire, de ce que j'ai aussi comme information sur la situation de l'Est ou du Grand Lac. Je ne dis pas que tout le monde, tous les militaires sont nécessairement des Rwandais, mais au moins on devait aussi admettre qu'il y a eu des Rwandais qui ont intégré les services de l'État, les institutions de l'État, à travers ces opérations de mixage. Maintenant, imagine que ce soit celui-là qui est venu de ces rébellions-là qu'on vient opposer à ce frère rwandais. Non, le choix il est clair. Il va d'abord protéger les intérêts de son pays. Il va d'abord protéger les intérêts du Rwanda. Et à notre sacrifice. Et donc la seule et unique solution, qu'on cesse de sacrifier les militaires. Qu'on cesse de sacrifier la communauté. Que les chefs de l'État prennent une décision courageuse. Moi je l'appelle décision courageuse. Parce que c'est la seule et unique solution. Sinon, on ne gagnera jamais ces combats. Peut-être ça peut arriver qu'il passe dans des négociations, genre on va vous donner des postes, on va vous intégrer dans les institutions. Mais 2 ans ou 3 ans après, ils peuvent encore être lésés dans ce qu'on leur donne comme avantage. Ils vont encore recommencer. Donc on n'aura pas résolu la guerre. C'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça revient toujours. Donc pour vous, à la guerre comme à la guerre, donc nous poussons à engager une guerre terrible contre le Rwanda. C'est ça. Alors, ça. Il y a le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi, qui est en train de faire les actions la semaine passée. Il avait exclu et radié des militaires, des officiers supérieurs dans le rang de nos forces armées. Il a fait beaucoup d'actions par rapport, il a fait beaucoup d'actions par rapport à ce que l'ancien chef de l'État avait fait face à ce qui se passe entre la RDC et le Rwanda. Et d'ailleurs, ici, avant-hier, le président Félix a ouvertement déclaré la guerre que le Rwanda menace la RDC. Pour vous, Tshisekedi et Kabila, qu'est-ce que vous pouvez donner comme analyse face aux actions qu'il est en train de mener face au Rwanda? Bon, en fait, ces décisions-là d'éradier certains éléments de l'armée, personnellement, je l'avais salué. Mais vous imaginez 4 sur toute une rébellion qui a intégré l'armée. Ce n'est pas suffisant. Et ces 4-là, on les accuse de quoi? Parce qu'ils n'ont jamais emparé dans le commandement de ces rébellions-là. Mais ceux qui ont commandé ces rébellions-là, ils sont connus, ils sont dans l'armée. Pourquoi ne pas commencer par cela? C'est peu comme ce qui s'était passé, je me souviens, avec l'évaluation de l'état de siège. Au Vieux, selon les informations que nous avions eues, je pense que c'était le chef de l'État, quand il passait à Bounia, lui disait que l'argent était volé, l'argent affecté à l'état de siège était volé à partir de Kinshasa. Mais il y a une mission de contrôle, au lieu on arrête des petits militaires ici, sur terrain. Et vous imaginez que les gros poissons sont restés là-bas, on est venu chercher, excusez-moi pour le terme, les petits crétins. Bon, ça va donner quoi comme solution? Ils sont toujours là, ils vont continuer à voler. Donc, c'est vrai, ça pouvait être quelque chose, mais quand on laisse la source, la racine, à n'importe quel moment, ça peut reprendre. À n'importe quel moment. Donc je salue ça, je salue aussi sa décision de dire pour la première fois que ceux qui nous agressent, ce sont les Rwandais. Parce qu'il y avait de certains moments, même dans l'ancien régime, on pouvait prononcer des mots comme cela. Parce qu'ils étaient effectivement conscients que c'était des Rwandais, qu'ils intégraient dans les institutions de l'État. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi a rencontré le pays dans ce chaos, dans un trou très très profond. Il faut qu'il ait beaucoup plus de courage pour arriver à relever les défis. Mais sinon, ça va s'affoser davantage. C'est ce que moi j'ai comme crainte au fait. Parce que nous devons aussi reconnaître que le Rwanda n'aura pas d'autre choix que de créer la guerre chez nous pour la paix de chez lui. C'est à nous les Congolais de protéger chez nous. Parce qu'ils n'ont pas assez d'espace. Si tous ces Rwandais-là qui sont dans l'armée, qui sont dans la communauté, on les chasser, ils vont rentrer où? Ils n'ont plus de place au Rwanda. Donc Kagame préfère mener la guerre au Congo que de mener la guerre chez lui. Il n'a pas d'autre choix. C'est à nous les Congolais de prendre nos responsabilités patriotiques vis-à-vis de notre pays pour que nous puissions protéger notre pays. Mais sinon, c'est le chaos, c'est le calvaire. Et tous, si on ne veut pas lutter, et s'il n'y a pas de décision comme celle-là,
provenant du chef de l'état-major général, je pense que nous devons être déjà prêts à préparer nos tombes. Je suis désolé de le dire comme ça, nous devons dire la vérité de tout ce qu'il a comme méandre, quoi. Parce que le fait que toutes ces rébellions-là ne soient pas résolues, la MONUSCO, il est là. Il y a eu un moment où on a mené les Kenyans. Il y a eu les moments, c'est pas les Américains. Il y a eu je ne sais pas quoi. Ah oui, la grande force régionale. La grande question qu'on devrait se poser, ça ne sera pas la première fois. La grande question qu'on devrait se poser, pourquoi ça ne réussit jamais? C'était ça la question. Parce que jusqu'à preuve du contraire, au moins la procédure militaire a prouvé ses limites. La question de Beni, la question de Goma, 10 ans, 13 ans après, vous combattez un ennemi, vous ne savez pas le maîtriser, il faut changer de méthode. C'est seulement l'idiot qui pense qu'avec la même méthode, il aura les résultats différents. C'est l'idiotie. Merci. Avant de finir notre entretien, vous personnellement, Léo, si on vous demandait de donner conseil à Kagame, le président du Rwanda, qui agresse notre pays, vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme conseil? En fait, je pense que Kagame, c'est les degrés criminels de notre époque. Les degrés criminels de notre époque. Et le seul conseil que donne à un criminel, c'est le mettre en prison. Et je peux plutôt peut-être conseiller le Rwandais, parce que chaque régime a une fin. Ce que les Rwandais nous ont déjà fait. Les Congolais qui sont à l'étranger, en Amérique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, nous voyons Papa Odo Boulamba et les autres. Donc, ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe ici à l'est de la RDC et surtout le Rwanda et la RDC. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais qui vous suivent maintenant par rapport donc, à bref? C'est quoi? En fait, les Congolais qui sont à l'étranger doivent savoir que même s'ils sont à l'étranger, le seul patrimoine chez eux, c'est ici au Congo. Chez eux, c'est ici. Et ils doivent savoir que malheureusement, chez eux, là, il est déjà menacé. Il est en train de partir. Puisque le pays résiste aujourd'hui, il s'était à un petit fil. Il suffit que ça ne se coupe pas et tout le pays est divisé. Et donc, ils doivent aussi se ressourcer auprès des autres peuples. Il y a d'autres peuples, d'autres pays, une fois le pays est menacé, ce sont les marches partout au monde entier. Pourquoi les Congolais qui sont en Belgique n'organisent jamais de marches pour dénoncer l'agression du Rwanda? Pourquoi les Congolais qui sont aux États-Unis n'organisent pas de mobilisation populaire partout où ils sont dans la diaspora pour dénoncer ce qui se passe ici chez nous? Vous vous rappelez de l'histoire de Minembwe. Mais il y a eu les gens qui se disent de Banyamulenge. Ils ont organisé des marches partout pour dire que non, ils étaient menacés, ils étaient si pas... on les mettait au coffre, on les mettait épais à la fin, on ne les considère pas au pays. Ils ont dénoncé partout. Aujourd'hui, pourquoi tous les Congolais qui sont là-bas ne peuvent pas prendre la même procédure? Parce qu'en fait, la politique du Rwanda, depuis son histoire, de Kagame, disons, c'est la politique du mensonge. Il fait ceci et il dit le contraire. Il a provoqué le génocide au Rwanda à travers une élite armée. Mais aujourd'hui, laissez dire à la communauté internationale, c'est lui qui a subi le génocide. Il vient prendre le pouvoir par les armes et il sait montrer à la communauté internationale que c'est lui la victime. Ça ne passe pas. Et ce qu'il fait souvent, aujourd'hui, il attaque, vous voyez, il attaque à travers parfois les gens qui se disent qu'ils sont des Congolais. Comment on l'appelle, celui qui a à ces pays? On l'appelle Bosco Taganda, je pense. À moins que je ne me trompe. Mais il était général de notre armée. C'est après qu'on l'arrête, on l'amène dans ces pays, c'est là qu'il commence à dire que moi je ne suis pas Congolais, je suis Rwandais. Kunda, il se disait qu'il était Congolais. Et il était d'ailleurs dans l'armée avant les attaques de Bukavu en 2004. Il était si pas colonel, je ne sais pas quoi dans l'armée. Mais quand on l'arrête, il va en prison au Rwanda. Nous avions quelle relation? Un rebelle qui fait des crimes au Congo, il n'y a pas un tribunal au Rwanda, un tribunal international pour l'Afrique centrale, mais un criminel du Congo, on l'amène en prison au Rwanda. Mais tous ces éléments-là, ça devrait quand même attirer notre curiosité. Et tout ce qui est à gauche, tout ce qui se passe, donc ici chez nous, il y a toujours la main du Rwanda. Et je vous disais que le Rwanda n'a pas d'autre choix. Soit il a le choix
la guerre chez lui ou la guerre chez nous. Il a toujours choisi la guerre chez nous. Et c'est à nous les Congolais de nous protéger vis-à-vis de ce Rwanda-là qui ne vise que chez nous. Et les autres, les puissances internationales profitent de ces petits Rwandais-là, parce que le Rwanda s'est fait passer comme le plus souffrant. Oh, nous avons subi le génocide, vous voyez, on nous a égorgés, comme ça. Et il a la sympathie du monde entier. Et les hypocrites passent à travers cette attitude-là, hypocrite effectivement aussi du Rwanda, pour venir exploiter nos matières. Aujourd'hui, les Rwandais ont une raffinerie de l'or, mais il n'y a jamais eu de l'or dans le sol du Rwanda. Le Rwanda produit des cassitérites, le Rwanda produit du coltan, mais il n'y a jamais eu de coltan au Rwanda. Ça quitte où? Ça quitte chez nous. Et nous les Congolais, on est où? On fait que crier dans les groupes WhatsApp, oh non, les Rwandais nous agressent. Et tout le monde crie comme ça. Et même le chef de l'État commence à crier. Mais finalement, où est-ce qu'il y a les Congolais qui doivent protéger le pays? Parce que la parole ne suffit pas pour protéger le pays. Nous devons être de vos patriotes. Nous devons mettre nos forces, nous devons mettre toute notre énergie au service du pays. Et non seulement la parole. Moi, je me dis que, en un certain moment, nos vidéos commençaient à sentir la honte de dire que les petits Rwandais nous a agressés. C'est pourquoi vous êtes dans une famille, il y a le fils aîné. Maintenant, le plus dernier, il le dépasse 20 ans. Il vient, il crie auprès de papa. Papa, vous voyez le cadet là, il m'a frappé. Le papa dira, mais toi, est-ce que tu as une tête qui fonctionne? C'est comme j'interprète ce que nous avons, l'attitude que nous avons vis-à-vis du Rwanda. Ce fait un petit pays qui n'a rien de spécial. C'est juste parce que je pense qu'à un certain moment, au Congo, on n'est pas aussi organisé. Et le Rwanda profite de cette désorganisation pour nous infiltrer, pour nous faire subir tout ce que nous subissons de lui. Merci, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Je crois que vous n'avez plus à dire, peut-être à la prochaine occasion. Il soit un mot. Bon, ce que je peux dire, c'est de présenter mes condoléances à toutes les victimes de ces atrocités. Je présente aussi mes hommages à tous les militaires qui sont en train de tomber sur le champ d'honneur. Un message d'espoir, c'est que le Congo ne sera jamais divisé. C'est la parole que nous avons eue de Lumumba, c'est la parole que nous avons eue de Mobutu. À nous de conserver, de protéger cette parole. Et cela ne doit pas se faire par des déclarations, dans des radios, ou comme ce que nous sommes en train de faire ici. Nous devons mettre même notre énergie au service de notre pays. Le Rwanda et l'Ouganda sont des petits pays, ne doivent pas continuer à nous humilier. Nous devons montrer ce dont nous sommes capables. Nous devons montrer que nous sommes 100 millions d'habitants, qu'ils sont, je ne sais pas, 10 millions et qu'on sort. Nous devons le prouver. Nous devons montrer que nous avons une armée en termes d'effectifs qui est plus forte que l'armée du Rwanda. Nous devons montrer que nous avons un budget qui est plus grand que celui du Rwanda. Donc, sur tous les aspects. Mais la seule chose à laquelle nous gagnons, c'est qu'on nous a déjà infiltré, ça c'est la première fois, nous sommes aussi désorganisés. Ils profitent de ça. Ok. Chers internautes de Léon Tcholéo, nous sommes à la fin de notre entretien. Nous avons reçu Léos Akilimali, c'est un analyste politique, mais aussi il est dans un groupe de pression, Veranda Mutsanga, ici à Butembo, donc à l'est de la RDC. À la présentation, Mwanampenzi Manzekele. Au revoir. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.